Tout le monde parle français parce que tout le monde. Alors, vraiment, merci pour être ici. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça va être intéressant. On a avec nous Damon Fraser, hein, vous savez, il est où? On a travaillé ensemble pour beaucoup des événements. Il aide à faire la communauté plus grande de l'escrime historique. Il est le head de la Glengarry Broadsword Academy et aussi les certifié maestro par la Italian American Federation. Et c'est super intéressant de l'avoir ici et je remercie beaucoup pour Merci. Et aussi, on a Kevin Côté. Kevin Côté, il a fait des workshops d'escrime historique aussi à l'Europe, et au Canada, les États-Unis aussi. Et il est un gros connaisseur des cours. C'est grâce à lui que je suis un peu connu aux États-Unis parce qu'il m'a donné l'opportunité d'enseigner à Baltimore. Alors, ça, c'est une chose I owe it to him. Et vraiment, aussi merci aujourd'hui pour être ici, pour nous aider. Alors, ce qu'on va faire au début, on va voir une présentation de qu'est-ce que c'était les examens d'escrime historique dans la péninsule ibérique dans le siècle 15 et 16, c'est ça? C'est un matériel que Caroline m'a aidé à traduire de l'espagnol en anglais en français. Et on va parler de ça. Et après ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est en récréation des examens qu'ils faisaient les diestros dans l'époque à l'Espagne. Okay? À l'Espagne, en péninsule ibérique, parce qu'on va parler peut-être un peu de Portugal. Okay? Je ne sais pas si c'est intéressant. Alors aujourd'hui, on a 3 candidats qui vont s'examiner pour le certificat de nouveau diestro. On a Caroline Bergeron. On a Pascal Dumas. On a Greg Bourseler. Alors, je vais prendre la chaise, mais aussi. You want me to close the lights? Oh, yeah. Okay. Ça me fait vraiment plaisir de me retrouver devant vous avec un PowerPoint. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que ça ne m'est pas arrivé. D'ailleurs, j'ai changé d'ordinateur depuis, c'est pour ça qu'on a eu des problèmes. Je vais continuer sur ce qu'André nous a dit. La source de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas mes recherches. J'ai le bonheur de pouvoir m'appuyer sur celle de quelqu'un d'autre qui a fait un baccalauréat en histoire, Pablo Moya Montes. Et sa thèse de fin de programme, c'était la Escrima vulgar en los siglos XV et XVI. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite remarque, c'est que je vais probablement faire cette présentation en mode bilingue et avec mes meilleures tentatives d'accent espagnol. Mais j'implore votre indulgence, bien sûr, par rapport à toute erreur, par rapport à la prononciation canon qu'il y avait au 16e siècle. Donc, toute la thèse de Pablo porte sur différents aspects, sur l'ensemble des aspects, en fait, de l'escrime vulgaire ou commune. Moi, je vais me concentrer sur les épreuves, les examens, les procédures, les grades et les privilèges qui sont ainsi acquis par les privilèges, to provide historical context to what's happening today, c'est-à-dire littéralement ce soir. Yay! Alors, le contexte historique, outre la petite remarque sur la langue, là, que je vais faire la présentation en bilingue parce que vous allez voir que je suis allée piger parfois, je pense que j'ai presque tout en français, mais je suis allée piger parfois dans la version anglaise. Je peux vous dire que j'ai sorti des citations directement du travail de Pablo parce que vraiment, ça résume tout, mais je vais plutôt les commenter. Donc, j'en ai déjà mis une. Le contexte historique, le contexte géographique d'abord, c'est cette belle péninsule. Moi-même, étant pas tout à fait calée en histoire et en géographie, je vais me contenter de référer à la péninsule ibérique, au territoire hispanique. Mais c'est sûr qu'il y a des petites différences selon les époques et selon les régions. Mais déjà, au début du 15e siècle, le début de la période qui
étudié par Pablo, l'escrime était déjà un métier organisé. Et on le sait parce qu'il y avait déjà des choses comme des lettres d'apprentissage, il y avait des ententes, des contrats pour des services d'escrime et tout ça. Et ça indique indirectement qu'il y avait déjà toute une structure en place pour évidemment que des gens puissent recevoir des apprentis, mais aussi qu'il y ait des ententes d'apprentissage et tout ça. Donc, à l'époque, is it okay, by the way, Brandon? Is it Brandon your name? Drummond, sorry. Can you understand somewhat? OK, parfait. Fait que, donc là, tout le monde va pouvoir lire avec moi, mais vous allez voir que j'ai mis des choses en bold, en caractère gras, pour que vraiment vous puissiez mieux les retenir, parce que c'est des points qui vont être des caractéristiques un peu plus saillantes et plus courantes de l'époque. Donc, les escrimeurs étaient déjà, au début du 15e siècle, organisés en confréries ou en associations qui adoptaient des structures de guildes. Il existait des contrats d'apprentissage pour ceux qui voulaient accéder à la hiérarchie de la carrière, ainsi qu'une série de règlements de guildes avec peu de différence entre les différents territoires. Parmi eux, nous savons l'existence d'examens pour accéder à la hiérarchie professionnelle de la fonction, en passant par des tests théoriques et pratiques posés par des maîtres qui faisaient office de juges. On sent déjà que ça ressemble à ce qui se passe ce soir. Les sources que Pablo a utilisées, moi, je ne suis pas historienne, donc je ne peux pas vous résumer en une phrase de travail historique, mais c'est sûr que c'est un travail qui se base toujours sur des sources. Les sources qui ont été utilisées dans ce cas-ci, c'est d'abord des contrats d'apprentissage. Ensuite, on va voir des lettres d'examen. On va voir quelques documents des maîtres meilleurs et de leurs lieutenants, un manuscrit sur la confrérie de Barcelone en 1510. J'ai mis un petit astérisque parce que je vais y revenir plus tard. Et des traités de destreza commune. Ça, c'est le type de matériel, c'est les manuscrits, les matériels que Pablo a utilisés pour faire sa thèse. De ça, comme je vous ai dit, moi, je vais vous sortir un peu les éléments intéressants qui mettent la chair un peu sur l'os et qui nous expliquent un peu comment ça se passait à cette époque, les examens. Les traités de destreza commune, une petite note, c'est malheureusement pas des traités auxquels on a accès. S'il y en a qui voulaient se précipiter et qui pensaient « Oh, on m'a dit qu'il n'y avait pas de traité de destreza commune. » Bien, il n'y en a pas. Mais on a du contenu quand même indirectement parce qu'il y a des documents plus tard qui font référence à des choses qui étaient dans ces traités-là. La première, j'ai mis ça comme juste un petit tidbit intéressant, c'est que la première référence à l'escrime, apparence, que c'est en 1283 dans le Libros de los Juegos d'Alfonso X de Castille. Voilà, pour un Trivial Pursuit d'escrime. Alors, à l'époque du 15e et du début du 16e siècle, la pratique de l'escrime à cette époque, il y avait une grande variété d'armes. Alors, vous pouvez voir l'épée à deux mains, dague, poignard, les armes d'astre, les haches d'armes, glaives, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus pour les petits détails là, de tout ce savoir-là, je vous réfère à la thèse de Pablo, à laquelle on pourra vous donner référence à la fin de la présentation, mais aussi qu'André va sûrement se faire un plaisir de partager avec vous si ça vous tente, surtout quand on va avoir fini de le traduire. Il y avait quand même de la mobilité chez les apprentis et les professionnels. Il y avait même des pratiques itinérantes. Donc, il y avait des apprentis qui venaient d'une ville, mais qui allaient étudier complètement dans une autre, qui pouvaient venir d'un tout autre pays. Pareillement, les professionnels pouvaient se déplacer dans différents pays. Puis, on va voir qu'il y en avait même qui étaient dans les Amériques. Il y avait des escrimeurs professionnels qui avaient une pratique dans des écoles ou dans un lieu, mais il y en a d'autres qui avaient une pratique itinérante. Et donc, ils pouvaient se promener de village en village pour aller enseigner, par exemple, à travers un territoire. Les lieux ou les occasions, quand les gens voyaient de l'escrime, parce qu'évidemment, il y en a qui pratiquaient tout le temps, mais c'était pratiqué dans les espaces publics, dans les rues. C'est assez cool parce que moi, j'aimerais bien ça qu'on fasse ça encore aujourd'hui, pratiquer plus souvent dans les parcs, dans les ruelles et tout ça. Donc, ça aussi, ça ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui. Certains avaient des écoles, d'autres maîtres louaient des salles qu'ils appelaient parfois même auberges. Donc, on soupçonne que peut-être qu'il y avait des gens qui restaient là. Lors des événements spéciaux à l'époque, lors des cérémonies, notamment pour la royauté, tout ça, il y avait des démonstrations de fioritures. Petit astérisque qui renvoie en bois.
C'était des démonstrations d'escrime réalisées de manière non violente et qui étaient très populaires en Espagne et en Europe pendant la période étudiée. De ça, on peut aussi déduire que la population était au courant que l'escrime existait et que c'était quelque chose d'assez populaire. Là, je vais un petit peu vite parce que j'ai hâte d'arriver au contenu de l'examen. J'espère que je vous donner le goût d'aller voir le traité puis d'aller apprendre toutes sortes de petites choses sur l'escrime commune puis cette époque-là. Mais là, je vais arriver tout de suite un peu aux documents qui commencent à nous donner des traces de ce qui se passait dans les examens, comme les lettres d'entente d'apprentissage. Donc, un exemple, dans la thèse, il y en a plusieurs, mais un exemple est une entente d'apprentissage datée du 14 février 1418 à Majorque. Donc, ça, c'est vraiment le début du 15e siècle. Francesco Portel, qui a été accepté comme apprenti pendant un an et demi chez Benedetto da Firenze. Et Benedetto devait enseigner à Francesco le métier de l'épée à deux mains, la lance, la hache d'armes et le glaive. Donc, on voit encore là, variété d'armes. Francesco, quant à lui, agirait en tant qu'assistant à Benedetto et donnerait des cours d'épée et de bouclier. Il partagerait ce qu'il gagnerait en donnant ses cours avec Benedetto et allait faire tout ça en échange des enseignements de Benedetto. Donc, ça, il y en avait plusieurs des contrats d'apprentissage qui ont plus ou moins tous la même forme. Je ne vais pas passer à travers. C'est un petit peu saoulant à lire quand on fait la traduction. Petite remarque. Mais il y en a beaucoup qui ont été... bon, évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont été trouvés, mais il y en a quelques-uns qui ont été trouvés, mais il y a beaucoup de ressemblances entre eux. Et sur l'apprentissage, une petite remarque aussi que je veux vous donner, c'est que bien qu'il y avait une certaine hiérarchie à l'époque à travers les escrimeurs, selon les grades qu'ils avaient atteints et leur formation, OK. Je viens de voir Nanor. Donc, I'm sorry. And I'm a bit ADHD, I guess. Ça fait que... Donc, en dehors des grades professionnels, on en sait peu sur la hiérarchie entre les apprentis, voire même s'il y en avait, mais on sait qu'il y avait différentes sortes d'apprentissage. Il y avait des gens qui rentraient pour un apprentissage intensif pendant un an de temps, par exemple, au terme duquel ils allaient passer un examen. Il y en a d'autres qui pouvaient rentrer en apprentissage ou simplement commencer à s'entraîner à l'adolescence. Et puis, ça pouvait prendre jusqu'à la moitié de la vingtaine avant qu'ils passent un premier examen, voire la trentaine. Donc, ça peut aller des fois de 1 an de pratique intensive à jusqu'à 10, 15, peut-être 20 ans avant de se rendre à un premier diplôme. Il n'y avait certainement pas une pédagogie, une didactique, ni même un cheminement prescrit à l'époque. Ça dépendait beaucoup des personnes en cause, donc ça dépendait du maître, ça dépendait de l'apprenti. Les lettres d'examen, il y en a plusieurs qui ont été examinées par Pablo dans sa thèse. Il y a celle d'Arnaud de Castelbau, Péré Beauvert, Alonso de Garcia, etc. Ça, c'est plutôt une liste, ce n'est pas très intéressant. Je vais vous amener tout de suite à la page suivante pour Arnaud de Castelbau. C'est là qu'on va voir un peu comment, dans la lettre d'examen, on va voir comment se déroulait l'examen. Là, je suis très contente d'avoir l'écran justement pour pouvoir vous le montrer parce qu'une description va vous résumer beaucoup d'informations. Ça, c'est un petit peu le gabarit. Ça vous donne une idée du gabarit des examens de l'époque. Donc, une multitude de personnes sont réunies sur la place principale du château d'Almudaina, présidée par les autorités du royaume, le lieutenant général, les 3 jurys, le juge de la ville, les chevaliers des citoyens, des familles les plus importantes et des chefs de corporation. Donc, on voit que c'était un événement au village. Les dignitaires venaient, les chefs d'entreprise et tout ça. Il y avait des nobles. Là, on va nous nommer quelques-uns qui étaient des nobles, un avocat humaniste, qui était, on sait qu'il était avocat, mais on dit aussi ici qu'il était expert en tout type d'armes. Alors ça, je vous le fais remarquer aussi parce qu'à l'époque, les escrimeurs, en fait, il y en avait peu qui étaient seulement spécialisés en escrime, sauf si vous travailliez dans la cour ou si vous étiez un maître à temps plein. Mais il y en a beaucoup qui avaient une autre profession en même temps ou un autre métier. Le métier d'escrimeur était un métier peut-être complémentaire ou qui amenait des revenus d'appoint. Donc là, ici, on voit un avocat qui était expert en tout type d'armes. Il y avait des professionnels de l'escrime qui passaient l'examen théorique et pratique. Donc, il y a 2 parties, théorique et pratique. Là, je vous donne une partie un peu théorique. Comme les maîtres d'armes. Bon, là, on liste les maîtres d'armes. Ils ont examiné Arnaud, qui était un Français résidant à Majorque. Je vous rappelle qu'il y avait beaucoup de mobilité à l'époque. Donc, ce n'était pas quelque chose de très fermé.
le monde de l'escrime en Espagne, mais c'était très ouvert. Et il y avait une multitude d'armes, donc lui, il a été examiné pour le titre de maître d'armes dans les modalités d'épée, de bouclier, d'épée à 2 mains, de lance, de poignard et de glaive. Alouette. Les lettres de l'époque ont beaucoup de « et » et de « et » et de « et ». Et c'est pour ça qu'il y a un petit beat, là, vous allez voir j'espère vous en avoir pas trop mis, mais il y a plusieurs énumérations comme ça. Ensuite, du côté des questions, les examinateurs demandèrent aux candidats quels étaient ses maîtres, donc pour connaître sa filiation aussi et sa formation. Dans sa réponse se trouvait parmi eux un important maître d'armes mallorquin résidant à Perpignan, auquel nous ferons référence plus tard dans le texte, c'est Jaume Pons. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce nom-là? Je vous ai parlé, mais ils ont oublié. Ah, bon, parfait. Ouais. Mais c'est un gars, en fait, je vous le mentionne parce que ce gars-là, on serait bien content de pouvoir avoir accès à son traité dont on n'a que simplement des traces secondaires, malheureusement. Mais bon, c'est quand même si c'était très ouvert sur le monde, on voit que le milieu de l'escrime était quand même un milieu où il y a des noms qui se retrouvent et où il y avait quand même une certaine élite qui pouvait, une élite compétente dont on voit les noms à différents examens et tout ça. Donc, Jaume Pons, et qui on donne dans le document le titre de vénérable maître. Arnaud avait été l'élève, bon, on parle de ses autres maîtres. Donc, on voit qu'il y avait plusieurs maîtres et plusieurs armes. Une autre question qu'on a demandé, pourquoi est-ce que tu veux obtenir le diplôme de maître d'armes? Ce à quoi il a répondu, c'est pour maintenir la foi catholique et mourir pour elle, si nécessaire. Je vous vends le punch, c'est pas pour cette raison que je parle. Moi, pas du tout. Et après l'examen, il a été jugé apte à exercer la profession d'escrimeur et on lui a remis un bonnet sur la tête qui était le symbole des maîtres du métier, qui accréditait son diplôme pour lequel il a obtenu le titre de maître d'armes dans les spécialités indiquées. Et il lui fut interdit d'enseigner aux infidèles, d'utiliser ses connaissances pour nuire aux chrétiens, et on lui a accordé la licence et le pouvoir d'ouvrir une école, d'enseigner l'escrime et d'emmener des examens sur les territoires du royaume de Majorque. Donc ça, c'est un espèce de déroulement type qu'on va revoir dans d'autres lettres d'examen. Je vous ai montré un extrait de celle-là, mais les autres se ressemblent beaucoup. Je vais vous parler d'une autre ici. Bon, là, si vous voulez passer le temps pendant que je parle de lire tout ça, vous allez voir que ça ressemble pas mal à l'autre, mais là, je l'amène pour amener d'autres informations. Donc, le maître Francisco fut choisi pour l'examen de Cristobal Martinez. Et ils ont combattu avec des épées et des boucliers en fer, en public et en présence du reste des maîtres et des joueurs qui étaient là depuis longtemps, dans les premières, deuxième, et troisième, et quatrième, et cinquième, et sixième, et septième, et huitième, et neuvième garde avec leur contre et recontre. Donc ça, c'était le contenu d'un examen, le contenu pratique. Et après avoir fait tout ça avec le maître Francisco, il joua ou combattit avec le reste des maîtres, ainsi qu'avec n'importe qui et n'importe quel bon joueur. Donc, il y a quand même, dans le déroulement de son examen, il y a eu une partie où il a combattu contre les maîtres, il a montré son savoir-faire, combattu contre les maîtres, mais aussi contre d'autres personnes qui pouvaient être bons. Après quoi, les maîtres lui posèrent diverses questions, la même chose, sur les 9 gardes et avec leurs contre et recontre typiques de l'épée et du bouclier, dont ils discutèrent longuement. Après l'examen, les maîtres jurèrent devant Dieu, la Vierge et les évangiles et le signe de croix que chacun d'eux faisait avec ses doigts. Petite remarque ici. Après l'examen, quand il est temps de passer au sermon, il y a plusieurs choses très drôles qui se passent. C'est que, bon, on fait, enfin, très drôle au niveau des croix, on fait la croix avec les doigts, ou on peut la faire avec l'épée qui ressemble à une croix, ou on peut le faire en faisant la croix avec les 2 épées. Donc, il y avait toutes sortes de modalités, puis on s'imagine que, enfin, si je fais une euchronie, qu'il y avait place à la créativité dans tout ça, ou du moins on peut en mettre maintenant. Mais encore une fois, on vend le punch. Ce soir, personne ne va jurer devant une croix. On vit dans un monde pluraliste, tout va bien. Et bon, évidemment, les maîtres doivent jurer qu'ils considèrent le candidat apte et capable. Évidemment, il y a quand même une responsabilité de leur part. Ils lui accordent une lettre d'examen et lui donnent la permission d'exercer son métier d'escrimeur sur les places ou d'ouvrir une tienda ou école. Donc, avec l'examen, il y avait un maître qui pouvait habiliter d'autres maîtres qui avaient passé l'examen à enseigner.
c'est pas dit spécifiquement que tu ne peux pas enseigner avant d'avoir passé un examen ou d'avoir été accepté, mais enfin, il y a lieu de savoir, surtout, il y a eu un cas à Barcelone où les escrimeurs ont demandé d'avoir l'autorité d'empêcher des gens qui n'étaient pas bons d'escrimer ou d'examiner des nouvelles personnes pour leur donner le droit d'enseigner, ou même de demander à des personnes déjà examinées d'être réexaminées si, disons, ils déménageaient dans leur territoire, pour être sûr qu'ils avaient les compétences, qu'ils allaient faire honneur à la confrérie, qu'ils allaient faire les pratiques en toute sécurité et tout ça. Bon, et dans l'enseignement, si j'ai mis un extrait là, de la partie sur Cristóbal Martinez, c'est que dans sa lettre d'examen à lui, c'est une des premières fois où on a mentionné qu'il y avait des responsabilités à l'enseignant, les responsabilités à André, par exemple, qui doit enseigner l'art de l'épée et du bouclier à quiconque veut l'apprendre, mais enseigner clairement et sûrement, sans rien cacher en cela, ni sans art ou sans prudence. Ça veut dire que tu t'engages à enseigner à qui est willing d'apprendre, mais tu dois enseigner de façon claire, de façon sûre, et de ne pas tromper aucunement et sans cacher des choses de ton savoir. Envers toute sa loyale connaissance de son pouvoir et sa compréhension, et on s'engage à faire tout ce que bon maître peut et doit faire selon sa profession. Donc, il y avait aussi une portion morale sur les comportements et sur le savoir-être qui était attendu de la part des personnes examinées une fois l'examen passé. Bon, en plus de ne pas enseigner aux infidèles, ni d'agir comme un voyou, ni vivre au crochet d'une femme, ni être un proxénète et tout ça. Donc, il y avait quand même tout un savoir-vivre auquel prêtaient serment les Nuevo Diestro. Un autre joueur majeur dans cette époque, c'est le grand maître ou le Maestro Mayor. Donc, à partir du règne des rois catholiques, bon, à l'époque dont on traite, là, la figure du Maestro Mayor examinateur se renforça. Et, suivant les traces de la couronne d'Aragon, au sein de laquelle cette position existait au moins depuis 1458, l'institution sera créée dans la couronne de Castille en 1478. Les maestros mayors, c'était comme des grands maîtres. Et en gros, ils étaient comme, on pourrait dire, des grandes autorités pour une partie du territoire sur lequel ils avaient été nommés. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux-mêmes pouvaient déléguer de leur pouvoir à des lieutenants. Parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas se splitter en 2000. Donc, ils ne pouvaient pas être partout à la fois. Et les lieutenants à qui étaient délégués les pouvoirs du maestro mayor pouvaient eux-mêmes, s'ils jugeaient quelqu'un apte, être délégués. Donc, il y avait quand même une certaine hiérarchie puis une délégation d'autorité et un certain, si on peut dire ça comme ça dans nos termes d'aujourd'hui, contrôle de la qualité de l'enseignement. Le poste de maestro mayor était nommé directement par les rois sans consultation préalable des confréries d'escrimeurs. J'ai marqué ça là, puis je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est assez intéressant de voir quand même parce qu'il y avait de l'autonomie dans le milieu de l'escrime, mais il y avait aussi à d'autres endroits une autonomie, une espèce de confrérie, là, où ce que les autres établissent tes normes ou sont un peu les gens qui te surveillent, là, pas qui t'examinent, mais les gens qui sont vigilants par rapport à ton affaire ou qui te checkent. Mais à d'autres endroits, c'était très, très, très hiérarchisé. Donc, les maestros mayors, quand on lit sur eux, on peut penser qu'ils avaient un pouvoir absolu, mais en fait, c'est pas vrai. Ils avaient un pouvoir assez fort, mais il y avait quand même des contre-pouvoirs, puis leur autorité n'était pas absolue ni réglée partout. Mais en gros, on peut dire que c'était les maîtres examinateurs. Bon, une autre place où on a de l'information sur ce qui se passait dans les examens, c'est dans les traces qui sont indirectes laissées des traités de destreza commune. Mais ça, si jamais ça vous intéresse d'avoir mon PowerPoint, en fait, je pourrais vous l'envoyer, puis ça vous donnera des références. Après les longs textes que je vous ai lus, là, je vous extrais un peu la forme du déroulement type d'un examen. C'est que ça va se passer dans un lieu, la plupart du temps public, en présence de plusieurs maîtres, dignitaires et souvent du public. Donc, ça ressemble à ce soir. Ça va être un événement spécial et communautaire, le plus souvent en après-midi. Une partie pratique, évidemment, dans l'épreuve, des gardes, les contres et tout ça. C'est aussi une partie où on va démontrer nos habiletés avec différentes armes et contre différents maîtres. Une partie théorique.
les rapports de l'apprentissage, faire état de qui sont tes maîtres et tout ça, répondre à tes questions. Ensuite, prêter serment. Et ensuite, il y a le rituel de l'endossement, qui ne se passait pas tout le temps, partout, mais qui est assez cool. C'est, en fait, le rituel de l'endossement, c'est soit recevoir des bonnes tapes dans le dos ou soit se faire un peu la bascule. Et tout le monde crie « Oyez, oyez, nuevo diestro ». Et parfois, si c'était vraiment bien fait dans les règles de l'art, il y avait à la fin un banquet. Je voudrais préciser aussi que la personne qui venait passer l'examen, parfois, était parrainée par quelqu'un. Alors, prêter serment, ça aussi, je trouve que c'est crunchy. Donc, une fois l'examen est fait, là, vous avez vu, il y avait une partie pratique, une partie théorique, des questions, tu démontres ton savoir-faire, tu prêtes serment. Donc, après l'examen, Pedro Fornos, qui est quelqu'un qui a passé un examen en 1519, reçut le titre de prévôt de toutes les armes désignées et les chapitres de la guilde lui firent prêter serment sur le signe de la croix qui forme la poignée de l'épée. On était très créatifs avec les croix. Il porte serment qu'il doit aider les maîtres de guilde malades. On commence à voir qu'il y a une responsabilité envers la guilde, défendre la foi catholique, on le sait, défendre les veuves et les enfants nécessiteux, agir avec honneur, ne pas fréquenter les femmes impudentes ni profiter des femmes, ne pas enseigner l'art de l'escrime aux Sarrasins ni aux Juifs et ne pas enseigner l'escrime les jours de fête de l'Église. Ce qu'il y avait de plus, c'est que le non-respect des règles pouvait entraîner l'expulsion et la privation des titres et des armes du contrevenant. Donc, il y avait des conséquences si on ne suivait pas ce qu'on avait prêté serment. Et après, à la fin, là, dans la période du serment, après avoir rappelé les obligations au nouveau druestro, on lui confirme ses droits. Ah, puis là, c'est fantastique, il va pouvoir porter des armes, ouvrir une école avec le titre de prévôt dans le royaume et se faire payer ses enseignements. Bon, puis ensuite, ce n'est pas super important ce qui se dit après. Il y a quelque chose d'assez intéressant sur le serment. C'est que là, on parle de ne pas parler. En fait, je vais rester sur l'écran d'avant. Je vais même vous amener un petit peu dans le flashback. Parce que j'avais mis un petit astérisque ici. En 1510, à Barcelone, ça c'est un cas un peu spécial, Gaspard de Rueda, qui est maître d'armes de Barcelone, procureur et curateur de la confrérie des maîtres d'escrime de la ville, a comme amené une pétition qui avait été signée par plusieurs, qui était endossée par plusieurs escrimeurs et au nom d'eux pour demander des privilèges au roi d'Aragon. Et dans les privilèges, en fait, c'est le contraire, c'est qu'eux, ils demandaient à pouvoir enseigner aux Juifs, aux infidèles. Bon, ils ne voulaient pas se tenir avec des femmes impudentes, quand même, mais ils voulaient se réserver l'autorité pour faire des bons examens. Donc, même si ce n'était pas des maestros mayors à Barcelone, les confréries d'escrime voulaient quand même pouvoir avoir un certain contrôle sur la qualité de l'escrime, puis pouvoir se réserver aux gens compétents la capacité d'examiner les autres, et pour la sécurité publique aussi. Ils disaient toujours que c'était pour la sécurité publique. Ils pouvaient porter des armes dans toutes les situations, et pouvaient même, s'ils avaient des impositions, s'ils étaient poursuivis par la loi, les escrimeurs demandaient au roi de pouvoir quand même passer des examens puis d'être dispensés de tout ça. Donc ça, c'est le cas spécial de Barcelone. Ça jure un petit peu avec les serments que je suis en train de vous montrer, là. Barcelone, c'est toujours spécial. C'est toujours spécial, tout le temps. Fait qu'on revient ici. Un autre serment que je vous mets là pour vous montrer d'autres éléments des serments. C'est un peu comme un cut and paste. Il y avait un gabarit principal, mais il y avait toujours des variations, puis ça se précisait avec les époques. Mais là, dans le serment de Juan Catalan, on ajoute qu'il doit empêcher toutes les bagarres, tu sais, dans l'espace public, s'il vient utiliser une bagarre, et s'il ne peut pas les empêcher, bien, au moins les dénoncer. Et on a aussi une remarque ici sur le fait d'avoir des gants et des casques dans son école, parce que, mine de rien, la protection dans les écoles d'escrime à cette époque-là, bien, ils avaient les petites pantoufles, et puis il fallait qu'ils portent des casques, il fallait qu'ils portent des gants, il fallait qu'ils portent des protections, et c'était souvent au maître d'avoir la responsabilité de le fournir à ses élèves. Bon, encore là, on ne peut pas enseigner l'escrime à des fidèles ou des esclaves, mais bon, comme je vous dis, il y en a qui voulaient au contraire pouvoir le faire. Ah oui, et puis ici, on mentionne aussi que, bon, dans ton serment, tu vas aussi prêter serment s'il y en a un dans ta région, au maestro mayor de ta région et un peu te subordonner à lui. Et ceci, en retour, lui, ce maestro mayor-là, pouvait te convoquer si tu étais à une distance pas trop éloignée. Donc, tu venais quand même un peu sous la coupe et sous la supervision d'un maestro mayor qui avait des droits un peu sur toi.
Bon, on arrive à la fin, les remarques. Donc, il y avait une hiérarchie interne et des rangs professionnels dans la profession. Pour être un peu plus explicite, parce que pour vous mentionner les 3 principaux, il y avait les licenciados, donc diplômés en français, suivis des prévôts et au sommet, les maîtres. On peut aussi rajouter à ça, disons, les apprentis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie entre les apprentis, mais on peut dire que les apprentis, c'était un petit peu en parallèle de ça. Ce n'était pas un grade, mais c'était une situation. Et puis, bien, les maestros mayors, qui étaient en fait qui étaient un petit peu par-dessus les maîtres, mais qui n'étaient pas nécessairement plus compétents, c'est simplement qu'ils s'étaient fait donner un poste par une autorité, un roi ou tout ça. Donc, ça, c'est un peu les types de statuts qu'on a. Et il y avait le cas aussi où, mais ça ne vous étonnera probablement pas, quelqu'un peut être du grade de maître dans une arme, mais du grade de prévôt dans une autre et chercher à être diplômé dans une autre arme. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, les pratiquants sont des personnes ordinaires à l'époque du 15e, début 16e siècle. Et on peut même dire que l'escrime qui était ben, c'est pas moi qui le dis, là, c'est Pablo. Comme je dis rien, là, mais je vous rapporte la thèse, mais c'est qu'on peut dire que l'escrime de la population et l'escrime de l'élite était à peu près la même encore à cette époque-là. Puis évidemment, l'importance des valeurs et de l'éthos, du savoir-être. Il y a un serment à forte charge morale, des prescriptions et des interdictions, des devoirs et des conséquences jusqu'à l'expulsion d'une confrérie. Il y a de l'entraide entre les confrères, avec les faibles et les vulnérables, envers les maîtres âgés, tout ça. Et évidemment, pratiquer l'escrime pour la foi catholique, on veut le faire pour l'honneur du royaume, la dignité de la confrérie, la protection de la population. On ne veut pas le faire pour son honneur personnel. Conclusion. Jamais plus je vais prononcer conclusion. Au cours des... bon, là, moi, je vous parlais du 15e et du 16e siècle, mais là, après ça, au 17e et au 10e siècle, l'escrime commune traditionnelle coexistait dans les territoires hispaniques avec la destreza verdadera moderne, bien que l'on ne trouve plus de texte sur l'escrime commune qui aurait été écrit à cette époque-là. Donc, il semble qu'à cette époque-là, on écrivait de la verdadera. Mais quand même, de nombreux auteurs de verdadera ont assimilé les usages de l'escrime commune. Ce n'était pas finalement un style d'escrime aussi perturbateur de la tradition que ce que ses représentants prétendaient. La verdadera n'était pas aussi perturbatrice. On la voyait comme la nouvelle escrime à cette époque-là. Mais en fait, il y avait une certaine continuité avec tous les acquis de génération qui avaient fait de l'escrime commune. Et là, j'ai quelque chose en anglais. En fait, finalement, ce n'était pas si bilingue que ça, mais this period aussi, la fin du 16e siècle et le début du 17e, c'est la période qui correspond à l'apparition de the School of Destreza Verdadera. Et puis, ça, la date qu'on a donnée, une date en histoire, en tout cas, on prend toujours ça avec un grain de sel, mais c'est avec la publication par Sanchez de Carranza de la Filosofía de las Almas en 1569. Alors, voilà, c'était mon tour très rapide. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Yep. Il y avait une place dans le PowerPoint, ça parlait d'ouvrir une école et une tienda. Une tienda. Tienda, c'est ça. C'est quoi tienda? Ben, c'est une école. C'est un nom pour une place, un lieu. Un store, un shop, un boutique. Alors, on échange des correspondants, des escrimes pour argent. Alors, On appelle ça un peu. Ouais, tienda. C'est Tony. Oui, Panthère. C'est quoi ton nom? Rappelle-moi, Jacob, hein? Ludovic, excuse-moi. Qu'est-ce qui arrive s'ils ne réussissaient pas l'examen? Il n'y a pas rien dans ce que j'ai vu où il parle de ça. Il semble que quand ils arrivaient à l'examen, on va voir, OK. Il semble quand même que quand tu arrivais à l'examen, ce n'était pas un examen comme on a maintenant où c'est un peu un test. Par le temps que tu arrivais à l'examen, tu étais fort probablement prêt. J'ai quelques commentaires historiques parce que je me trouve en étudiant. Vas-y. Au niveau de l'histoire du début du 16e siècle, c'est le retour des gens qui sont allés en Amérique. Et il y a beaucoup de gens qui ramènent des maladies. Donc, les maladies, c'est le second qui paraît financièrement. C'est beaucoup de ça. Donc, il y en avait
Mariol qui revient, il y a Petit-Fils qui font ravage, il y a plein de trucs comme ça du 16e siècle. Autre élément aussi qui n'est pas mentionné dans le texte, c'est le début du corporatisme. Donc, tout ce qui devient avec le bourgeoisie, l'importance d'établir son domaine d'expertise au-dessus des autres. Il y a un que j'avais remarqué. Ce que tu dis là, c'est pour le 16e siècle? Le début du 16e. Ah oui, les armes à feu. La raison pour laquelle ça n'a pas été, c'était pas dans le document, mais c'est ça, c'est que la Destreza voulait remplacer les armes lourdes parce que les armures disparaissaient, parce que les armes à feu commençaient à apparaître au début du 16e siècle. Or, avec une arme à feu, une armure, ça ne marchait dans rien. Donc, il faut être rapide. Donc, pour être rapide, il faut monter les armes lourdes. L'arme légère devient plus efficace. C'est trois petits points que je te donne. Mais là, on se situe plus dans le 15e siècle, par contre, là-dedans, oui. Début 16e, c'est ça. Puis, en fait, c'est plus. C'est pas. Tu sais, c'est ça, ils ne traitent pas de. Quand on passe à. Mais c'est un coup. Oui, oui. Est-ce que d'autres questions? T'avais-tu d'autres commentaires, Christian? Yep, vas-y, Jérémy. Au début, on parlait de maîtres, de personnes qui enseignent, qui se déplacent beaucoup. Est-ce que ce côté modèle-là, je ne sais pas si c'est une question ouverte, est-ce que ce modèle-là survit jusqu'au début du 16e siècle, où les gens ont tendance à dire que ben, moi je suis à ça, que je vais rester à Barcelone dans ma vie foncière ailleurs. Si ça parlait de ça spécifiquement, est-ce que tu peux être convoqué par le maître Mayor? Bien, c'est pas. C'est présenté vraiment. On extrait évidemment à partir des fragments puis des textes qui restent. Donc, il y a une place qu'on dit que quelqu'un peut être convoqué par mais c'est pas la synthèse de. On a vu plusieurs, tu comprends? Fait que. Je me souviens plus ce que tu disais au début. Là. Est-ce que le côté. Ah oui, tu fais la mobilité. Ouais. J'ai aucune idée par rapport à la mobilité. Encore là, c'est qu'on voit en lisant ces traces-là, ces choses-là, que bien, il y avait des gens qui provenaient d'un endroit. Il y avait même une des personnes dont il parle dans sa thèse, c'est quelqu'un qui était au Salvador, en fait, qui avait passé un examen puis qui provenait du Salvador. Donc, il y avait des gens qui faisaient des techniques, je pense, en Amérique du Sud, puis qui pouvaient même venir pour se faire examiner ou qu'un maître puisse aller là-bas pour les examiner. Donc, en tout cas, je dirais qu'en général, la mobilité, ça a juste empiré. Hein? Depuis ce temps-là, on est juste plus mobile que jamais. Oui. Il faisait un traité au 17e siècle en France qui s'échangeait avec les Italiens régulièrement. Donc, aussi, ça se mélange France-Italien. Donc, surtout que l'Italien et l'Espagnol se mélangent encore le plus au monde. Donc, la mobilité, puis c'était pas juste les mains qui se déplacent, c'était aussi les apprentis. Bon, on va faire une dernière question avec Frédéric. Et après, si vous avez plus de questions, vous pouvez demander après avec la pizza, tout ça. Oui. Parce que je vais être. Je ne sais pas si ça a été mentionné, mais la Maestro Mayor, est-ce que c'est écouté par. Parce que je sais qu'à l'époque, c'est plusieurs maires. Est-ce que c'est un seul par maire? Il parle plus qu'un. Oui, il peut y en avoir, mais ça dépend vraiment. Encore là, c'est pas une carte des maestros mayors, c'est qu'on a des lettres de certains. Donc, on sait qu'il y en avait un qui est tout ça. Si tu lis, en fait, la référence, je vais vous la donner si ça vous intéresse, parce que vous pourrez aller voir vous-même l'information qu'il y a là-dedans. Moi, ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est que les examens avaient lieu dans des espaces. En fait, c'est ce qu'on fait ce soir. Il y a beaucoup d'éléments, tu sais. Il y a quand même si ce n'est pas une continuité non coupée, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. André a fait par exprès pour convoquer plein de gens, qu'on soit tous ensemble. Bon, on n'est pas dans une place dehors, on est dans un centre sportif qui est relativement public. Il va y avoir de la pratique, de la théorie, des questions. Moi, je vous fais une petite présentation, des choses comme ça. Il va sûrement y avoir des questions de la part des juges. Ensuite, bon, qu'est-ce qui fera office de prêter serment? On verra. Moi, je ne m'engage à rien par rapport à la foi, je vous l'ai dit. Ensuite, il y aura peut-être un banquet. Mais il y avait aussi, tu sais, à la fin
de l'examen, de l'épreuve, il y avait comme, la personne se faisait conférer un grade ou se faisait remettre une lettre. Fait que j'espère qu'André a préparé des choses. Je pense que le grade, c'est Diestro Nuevo, mais c'est ça. Fait que, en gros, vous avez une bonne idée de comment ça se passe les examens, puis c'est ça qui va se passer ce soir. Merci, Caroline. Alors, je vais demander à les juges si vous avez des questions. Caroline, merci beaucoup. C'était très intéressant et bien très cherché. Je m'excuse en avant parce que j'ai une misère en français. Mais j'ai plus de questions que je veux demander après. Et, le période de développement de méthode, c'est dans vos études, ça prend combien de temps pour une étudiante de venir jusqu'à le niveau d'un FOVO et on n'a pas de ce que Pablo a vu, parce que moi, évidemment, je n'ai pas fait ma propre recherche, mais des lettres puis de la documentation qu'il y a, il n'y a pas d'informations par rapport à ça. Mais comme je vais redire un peu quelque chose que la façon que je répondrai à ça, c'est que on voit dans des affaires là-dedans quelqu'un qui rentre genre en 1526 comme apprenti puis qui passe chez quelqu'un, mais on comprend par son contrat qu'il va passer vraiment l'année intense à se former, puis il va avoir eu une formation préalable. Mais au bout d'un an, il peut passer son examen. Puis là, il va être diplômé. J'ai pas vu vraiment d'indication sur le temps que ça prenait pour devenir prévôt, ni même quand est-ce que quelqu'un, c'est dommage, ça serait le fun de le voir, mais qu'est-ce qui faisait que quelqu'un était rendu apte à pouvoir passer au titre de prévôt? C'est quoi le cheminement entre diplômé et prévôt, et entre prévôt et maître ensuite? Mais tout ce qu'on sait, c'est que maître, c'était tout ce qu'on sait sous réserve de, comme je vous dis, moi, je suis habituée d'être experte dans un domaine où je parle. Là, je ne suis pas experte, j'ai juste lu une source qui est elle-même une source synthétique. Mais là-dedans, il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus. Mais on peut se dire que ça pouvait aller jusqu'à 10, 20 ans même. Pour quelqu'un qui, par exemple, rentre dans un apprentissage à 15 ans, peut-être qu'à 35 ans, il pouvait être rendu maître. Mais quand on voit aussi, il faudrait peut-être regarder si on a les dates de naissance de certaines des personnes aussi, voir l'année, ce serait intéressant de voir l'année à laquelle ils ont été nommés. Quand on a une lettre de nomination, on pourrait peut-être le déterminer, mais pas plus que ça. Est-ce que ça représente une façon par laquelle quelqu'un peut changer son niveau en société? Maudite bonne question. Juste à partir de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que oui, quand tu deviens maître, maestro mayor, définitivement, tu es un autre. Par contre, comme il dit, comme Pablo, comme les lettres d'examen et tout ça disent, les contrats d'apprentissage, il y a plusieurs endroits où on parlait des métiers des escrimeurs et même des maîtres qui sont là comme juges. Et donc, il semble qu'il y en ait qui a eu vraiment un autre emploi principal ou un métier ou même qui a été dans la paysannerie. On n'a pas l'impression qu'en ayant... L'impression que j'en garde, mais encore là, il y aurait lieu d'aller vérifier, c'est que leur montée dans la hiérarchie de l'escrime, ça ne changeait pas vraiment dans le reste de la vie. Sauf, disons, avec une position officielle encore là, comme si tu ouvres une école, bien là, probablement que tu vas être dans une classe sociale plus proche des commerçants et tout ça, mais il ne semble pas qu'en soi, à partir de ce que j'ai vu. Sous réserve. Peut-être je peux placer le micro. Si c'est là, Oh, mais je pourrais rajouter par contre, comme on leur devait Mais il y a lieu de se dire que comme ils avaient des symboles, ils pouvaient se promener en public avec des symboles, de leur grade d'escrime. Il y aurait lieu de se dire que, et comme eux, ils devaient avoir un, it was known that they had to have a certain code of honor, so you can expect that they would receive more respect. I would say that. But that's totally tentative. I'm waiting for a TARDIS to go and check. Dans cette période, à peu près la même période, en Angleterre, il y avait une guilde qui des maîtres qui était très protectif de leur privilège d'être des maîtres. Et tous les maîtres viennent des
origines communes. Aucune no, Élite, ouais. mais la clientèle était énorme. Et la guilde était très hostile vers les étrangers, surtout les Italiens, qui a commencé d'arriver en Londres pour enseigner un système complètement différent. Et les nobles étaient très affectés à un système qui c'est différent que le système vulgaire. Peut-être qu'après, je suis très intéressé dans l'entreprise s'il y a quelque chose comme ça socialement. Et aussi la protection du système. Une période où il y avait des systèmes différents partout dans le monde. On va parler de ça. Ça, il y en a, oui, ça, il y en On a. va parler avec la pizza. Avec la pizza. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir beaucoup. Yeah. So my little blurb is going to be a little bit closer to my own experiences, what brought me to it, and what I have learned about this. Whether we like it or not, the near totality of all material that exists is in a book about 140 pages. So that leads that we need to extrapolate a whole lot of stuff, whether it's from Pacheco or Figueredo or I was going to say Rada, but he doesn't have much to say about this, or Carranza. So 140 pages is everything in here, despite, you know, all the cool stuff that we feel that we can do with this. I started with this bad boy about 1.5 years ago when we had gone to Sherbrooke for a big seminar, and I had learned that Tonpue was coming, and I asked him, like, what the hell is a montante? I had never heard this word before. I'd seen those letters, but never put together like that. And I saw it, and I said, shit, this is a lot of fun. And I'm not an academic, I'm not a historian. My little monkey brain said, this is fun, I want to do this. I'm 38, my wife thinks I'm 6. Who knows who's right? When I started learning this, you know, I immediately started fiddling around in Andre's driveway, giving me lessons, looked up a couple of videos, said that looks cool, and knocked myself in the head once or twice. By the way, these spikes need to be filed down. I just keep forgetting to do it as a result of my multiple head injuries. And I told myself I wanted to learn how to do it semi-properly, so I started doing that. After a bit of research on the wide world web, I had learned that the first person that I needed to learn from was Luis Barbaran. Now, even though we typically do Destreza Verdadera, this was a center point in common Destreza. It's just a whole bunch of the texts no longer exist, as Caro mentioned earlier. So what we have by Barbaran and his 9 rules is, I mean, it's not everything that we have, but it's a big chunk of it. Worthy of noting is that a lot of the people that wrote stuff for the Montante weren't these big bad masters. Barbaran, in his case, he was a scribe, and he literally, you know, as per his profession states, he scribbled the 9 rules on the back of his work documents. And what we do know or suspect, because again, a lot of suspecting here, is he didn't write those rules himself. We just don't know where he got them from. They're probably, the answer to this is probably hiding in someone's private collection or in a library somewhere in Spain, but to be seen. As far as I know, the bulk of the research involving these manuscripts only started in the last 35 years, like really where they've been collected in a more formal manner. Other information about this is, you know, we call this Montante in Spanish, we call it Spadone in Italian, we'll call it Great Sword or Claymore, or Zweihander in German, but one little tidbit is Zweihander is a very modern name that was given to it. It used to be called a Behander or a Schlettschwert. Excuse my German. So as we find this, we learn that there's a whole bunch of things that
we probably aren't interpreting correctly. A lot of the rules that are in here leave, again, a lot of room for interpretation. Some of it's probably not correct. Some of it was probably done on purpose. A lot of them aren't written like IKEA instructions. It's not put the screw in here. It's you do a revés, you do a tajo, and then you do an estoc. There's a million ways to do that. I can do a tajo, I can do a revés, and I can do an estoc. I can do a tajo, I can do an ascending revés, I can go down, and I can do an estoc. I like to imagine that they had concepts of body mechanics at the time. Maybe they weren't quite as developed as today, but what we do know is this bad boy weighs about 5.5, 6 pounds. And if I'm doing very brusque stopping movements whenever I need to stop something, I'm going to end up hurting my joints eventually. Now, a lot of these guys were big and strong, and even though I'm about average height as to what these guys were 400 years ago, they were probably also half my age. I have to accept reality. So even though there probably were cases where they were ending things like this, I'm sure there was a use case of going like this, and if I'm surrounded, I can choose if he's close by or far. I say, no, I'm going to commit to this, or go there. Some of the rules that are written provide specific context as to when to use them. When we were in Sherbrooke, Tonpue very specifically said, if you're surrounded by people in a street, this is what you do. I believe that was a Godinho rule as I look back, because a lot of Godinhos do tell you, if you're in this situation, you do that. Barbaran, it's simple movements. It's 1, it's 2, it's 3, and back. Think of this like as learning the alphabet. You don't have context. You're babbling noises together. Maybe you can make a word, but I don't know that I would do this if I'm surrounded by 30 people around me. Every author is going to do things slightly differently, and some of them actually have beliefs that are a little bit far out. I'm going to read you one. You want to have the micro for that, the speaker? Are people having a hard time hearing me? So we find the Zumba. Yeah. I'm going to find this for you. Come on, Malaka. Here we go. Testing, testing. Can I clip this on my shirt? Okay. Hello, hello. Okay, this is what you're getting. I don't care. There is a delay, I know. Oh, I don't mind. Okay. I just have to hear myself twice, and so do you. So to answer your question, Kevin, the years we're talking about are the middle of the 1400s up until the middle of the 1700s. So if we're, I'm sorry, middle of the 1500s, my mistake. So about 60 years before 1599, which was, as far as I understand, considered the birth date of Destreza Verdadera. So this is Barbaran. Again, we're referring to what it was with Vulgar Destreza. He was the first one that scribbled something down that we have access to now. I'm not going to sit here and say that that is the definite answer that exists, but this is the best of our knowledge right now. And I want to emphasize that. This is what we know. So this book here actually is an amalgamation of nearly 10 different sources, Iberian, Italian, a little bit of French, and half a paragraph to English that literally came out 5 weeks ago. It was a French dude who kept getting requests. He was big in the, or he is big in the HEMA community.
And he was asked to amalgamate everything he could with his knowledge of Italian, of Spanish, of Portuguese, and see what he can put together. And listen, I'm simping for him right now, but this book is actually really well done. Marc-Olivier Blatelin. Pick it up for $25 on Amazon, available today. Now, to read the little blurb, I saw this, and I put a little flag here because I knew that some people would get a kick out of it. Greg, you're speaking so loud that I don't know if it's necessary. There's probably feedback. Si tu veux, remets-la à côté de la chaise. Non, moi je vais Ah. I prefer your voice. Okay. All right. So this was written in 1675. Miguel Pérez de Mendoza y Quesada. He says, dans la destreza, la montante est celle qui a la plus grande renommée parmi toutes sortes d'armes. Just not a rapier, not a saber, not a sword and buckler, not a cape, not a dagger, a montante. Une arme dont la vertu et la force ont été trop oubliées, étant une arme principale de la destreza, ainsi qu'un remède aux excès des fantaisies de certains. So, I saw that, and you know, that's a little bit different than what we learn here today. And I figured, if he is saying this, what other strange things were being promoted at the time? And later in the same extract by the same guy, the flail, stick, chain, ball, that and the montante are superior to everything else in destreza. The reason he equates the flail with this is because the movements are similar. The difference is you cannot abruptly stop a flail mid-motion, and you can't stab with it. But the dynamics, the motion, the moves, because you're not going to stop moving abruptly, are similar enough for him to be satisfied. Now, this is one solid piece of metal. If this was a chain, or 3 chains and 3 balls, which they called manzanilla, which means small apple, I believe. If I'm doing this, and I stop here, it's coming, and it's hitting me right in the goddamn gut. So I need to adopt the same movements everywhere I go, and even stopping, I have to make sure it doesn't hit me in the kidneys. So we find ourselves with things that, you know, a little bit out of this world, and it's going to evolve over time. We can see with Carranza in 1599, and Pacheco afterwards, who I believe was his student in maybe 40 years after, where he admits that even though the montante is not used as much anymore, that everybody should still know 3 to 4 forms to know what to do with it. You know, you never know if there's a montante lying on the ground and you have 4 ruffians who want to take your sack of gold. So it is encouraged. One thing that they don't explore, and that would have been nice, is why it fell out of love. This was obviously a weapon to be used in the military, on battlefields, but none of the sources explain any use case with it. It's always if you're in a street, if you're at an intersection, if there's a yield sign, if there's a don't go right on left, I don't know. But these use cases aren't really something you're going to find if you have 10 of your buddies here and you need to break a line. If you need to break down spears, they don't go that far. I imagine our resident experts on that may have more information on that, and maybe I'd pick your brain, but the book doesn't explore it, and I don't know if it has to do with maybe how secrets are kept at the time, saying we don't want to divulge how we train our soldiers, or if it's something that they expected somebody who would read this and learn and say, now we expect you to apply to the battlefield. There's a lot of ifs, ands, or buts. I'm convinced it's the nature of the game here. As we continue later on, now I spoke a little bit about Barbaran and his simple movements that don't have much context. Like, he'll tell you to start off with an estoc,
and then go here, and then go, and then go. And you just do this ad infinitum. And it really says repeat as often as necessary. I'm pretty sure our shampoo bottle instructions are inspired from the same sources. It's not 2, 2, 3, 3, evolve as necessary. So with Barbaran, it really is like the alphabet. There are also no large movements. Large cutting movements where you're rotating don't exist. It's really, it's front and back, and front and back. There's nothing else to it. Later on, we find ourselves with Viedma and Pacheco and Godinho, and we're starting to actually have the building blocks and, you know, how to use this. They all provide a bit more context than the last. Some, you're going to notice it's a little bit sprinkled. Say, oh, if you're stuck in a narrow street, if you're in a wide street, if you're in an intersection, yes, I'm not making that one up, if you're at an intersection. If you're surrounded by people with sword and shield, so you know you're going to attack their legs. If you're against another montante, you're not going to be doing large swinging movements. You're going to be using it as we would a rapier. So you're going to try to apply the same principles. On a side note, Italian masters haven't written too much about this, but whatever does exist is in a very similar light as what we're going to find in Spain and Portugal at the time. One thing they do, and you know, I saw a picture of this, and again, it's, you know, it's a drawing. He literally has his arm out, one hand, to attempt to block it. And he does acknowledge to do this regularly and repeatedly, you do need to have a certain amount of strength. Now, I cheated and I kind of used it on my wrist here, but his, I'm not holding that for long. So Viedma and Pacheco. Carranza doesn't have much to say. There is no mention of Rada in there either. And then Godinho and Figueiredo. Figueiredo was a military man for the Prince of Portugal back in old-timey times. We're talking at this point, middle of the 17th century. We're not quite towards the last source of this, but Figueiredo, as far as the rules are concerned and learning, I consider him to be the last boss. There are 32 rules, 16 with a variation each, so 32 for all intents and purposes. And even though they're quite prescriptive, if you try to go in this blindly without previous understanding or context as to what you're supposed to do with this thing, you're going to confuse yourself and hurt yourself. Greg, yes? All of them, they talk about rules, like reglas. Yes. Would you use another synonym for you, for a form, a kata. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And the rules, again, I'm going to be referencing Barbaran because that's the only ones that I've learned so far. So the rules are literally, rule number 1 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and that's it. So when we say rules, des règles, they're not rules on paper, one shall not, da, 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 da. It's the rules on how to manipulate the weapon. The katas, the forms. combos, combinations? Even combinations might be a little bit of an exaggeration because it's the same movement over and over. Rule number 3 is 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's it. So it's not combining different movements necessarily. There are other rules that will have that, but because of the presence of these ones, I can't say it's a combo. They can be combos, not always. And even then, I believe it's Godinho, he will say that to practice only these and the floreos are not recommended because otherwise you end up looking like the Star Wars kid from the early 2000s, mindlessly doing movements around without actually applying the context to them. And he's very specific when he says this. He says, learn the rules, but then learn how to apply them. Don't just start swinging it around like a 6-year-old, which is the reason I do this. So I guess I wouldn't be his best student. I've accepted that. So would it be logic that, for example,
It's okay. The gentleman of 1675 Yes. says that it's the ultimate or one of the ultimate weapons of Destreza Verdadera. Yep. So could we take those 9 rules and then apply the system? Sorry, there's somebody at the door. Nanor, gnas panal. Oh, wait. She's with them? Oh, sorry, I have my glasses on. I thought it was somebody for us. I'm sorry, can you repeat your question? So you're talking about those 9 rules, and Yep. the gentleman 1675 says that it's one of the pinnacle weapons. Yeah, he says in Destreza Verdadera, this is the top dog. So have you taken those 9 katas and looked at them with the Destreza concepts to make them function? As what you just said, because if you just do the 9 règles, tu vas être limité. Oui. Si tu appliques les concepts de Destreza, est-ce que tes 9 règles deviennent... Je vais être honnête, la profondeur de ma recherche n'est pas allée si loin que ça encore. Je peux être, écoute, I'm a noob with a vocabulary. That's all I got for now. But I would argue that the rules that are coming later through Pacheco, through Viedma, through Godinho, and Figueiredo, yes. I would say yes. Can I say that it is the best? It's debatable. But his reasoning for saying why it's the best is because you can defeat 2, 3, 4 adversaries that it doesn't matter if they have a sword or a buckler or sword and shield or even 2 swords, you can still beat them, and that's his qualifier for it. Now, this isn't necessarily the weapon that's most available, that's the most practical to walk around with around town, but it depends on what your definition of what the best is. We think the rapier is the best. I mean, I think it's kick-ass. Somebody else might like the saber, and then they'll have their own arguments for it, or the small sword. There's a reason that one thing replaced the next, or one thing replaced the last. It's a lot of context. But if I were to explore Godinho's and Figueiredo's rules, 100% I think I'd be able to apply Destreza concepts to them. But the Destreza concepts, as we understand them within a rapier, are a bit more difficult to apply to a sword when I'm fighting like this. If it's montante on montante, I know I mentioned this before, but I want to feel where the weapon is. I'm going to transfer. I'm going to step to the side. So this is absolutely going to be applied. Certain things like half cuts, encadenadas are going to be next to impossible to do because of the sheer size of it. But the geometry, the angulation, these principles can absolutely apply. So my answer is going to be yes. But for the first 9 rules, you'd really have to go later when Destreza Verdadera has been established and is the lay of the land when it comes to sword fighting. You can make us a Floreo? No. Okay. You moved it around. A little bit, but it still stands that within Barbaran, it's not big movements like we're going to see in YouTube videos if you were to look up Figueiredo or Godinho. You're going to end up with really simple stuff. You're going to end up with this, like this, with this, and repeat ad infinitum. That is what you're getting. I know. I can also go outside. There's also the hallway. Okay, I've got a few. Yes. So the practice of this, has this changed your fencing with other weapons at all? There's definitely a certain economy of movement you have to have with this. Has it completely been drilled into the lizard part of my brain where it's a reflex? No. But I would argue that it will come eventually. What I'm worried about is that I'll take some of the big movements from this and apply them to a rapier, which is something I've been actively trying to dissuade. We all start and we do big blocks and big cuts because we can't control ourselves. You need to do big cuts with this. But at the same time, you have to know that if you keep the sword away from your body the entire time, you're going to get super tired. So there are... It's big cuts and big movements.
It is, but if I have a big if I have a rapier and I'm doing a big cut and a big movement, this is still milliseconds in which my opponents can use to. Now, if it's against, let's say, a spear, maybe we can have a different conversation. If you have a sword and shield and, you know, you're far away, maybe it will be a different conversation as well. But in the context of a rapier against a rapier, there are some principles for this I cannot use. Others, yeah, maybe we can sit down and talk about it. But it also comes down to the reason that, you know, I do this because it's fun. I like the big cool movements, but I have to turn that part of my brain off if I'm doing rapier. Sorry, you had a couple more, Drummond? I do. You had mentioned that this is a weapon that appears in multiple countries, and that there's reference material for it from Italy, from Germany. Yeah. I don't think there's much for Scotland, but the great sword was heavily adopted, and there's different phases of its employment in Scotland that I don't know if reflects also in Spain and what the original purpose of this. But the first appearance in Scotland, I understand, is this starts to coincide with the Dane axe and then replaces it with the gallo class, who are these extremely highly trained professionals who spend decades in training and then were employed in the Irish Wars, and they were employed because they could cover flanks with just a few people, and they could also break lines. That's the one I'm familiar with. Covering a flank, I mean, definitely makes sense to me as I hear it, but it is the first time that I've heard it. The source material for this is about 90% the Iberian Peninsula, quite a bit from Italy, but very little from Germany, despite what pop culture will tell us. We think large sword, we think Zweihander. And up until I read the book, I kind of believe the same thing too. But again, I'm going according to what the author is saying. And the author is saying that despite what we all think, the Zweihander, a lot of the material came from the Iberian Peninsula. Now again, maybe there's a whole bunch of manuscripts that have been lost through time. And what I'm saying is complete horse crap. Sorry? Or oral history. Exactly, or oral history. You know, back in old-timey times, not everybody knew how to read and write. So I guess they trained however they could. But at the moment, what we currently see is the bulk of the material comes from Spain and disproportionately Portugal. Figueiredo, Godinho, that have written the most rules by far, are Portuguese. Give me just a sec. When it comes to English masters, there's very, very few actual references to the sword. And the only reason that it's included in the book is simply because the author at the time, he gives a very vague description of the movements being used. But later in the text, when he actually describes the sword itself, we're talking about a traditional two-handed sword. So, you know, maybe Yehai itself. So the author puts it simply in annex as an honorable mention, but there's no actual instruction as to how to use it. So I wonder if this is also skewing our understanding of the weapon itself. We know that this existed in the Far East. This absolutely existed in China. This absolutely existed in Japan through different names. But for what we do in HEMA, Spain, Portugal, and to a lesser degree, Italy are king. France, they make mention, but only through like my Spanish cousins. And that's about where it begins and ends. So my own experience so far has been, it's a boatload of fun. I've given myself a couple of bruises with this. It's definitely not the worst thing to develop a bit of upper body strength, but you also force yourself to learn how to control your own body. If I'm doing everything like this, in about 4 minutes, I'm not going to be able to lift up an apple. So you need to be relaxed. You need to be relaxed. Pertaining to this, what would you recommend for someone from anybody, like any age,
So, Straight to the sword, or is there other tools we could use to... a broomstick. There's nothing stopping you from going to Rona and getting an appropriately sized, I don't know, maybe 2-inch long dowel rod and using that. To have a certain amount of realism to it, maybe you want to attach or screw in what look like the quillons or the cross guards, just because you do have to be mindful of them when you're manipulating it. And if you only have a broomstick, you're allowing a lot of room for error. As far as, you know, if somebody, let's say a child wants to, I don't know that I give them this. A, it's too heavy. B, the proportions are wrong. A lot of the masters go through the specific proportions as to what they believe the appropriate size montante is. Depending on who you ask, this is too short for me. Other people would say this is too tall. So, you know, if this is too short for me, this is definitely a toothpick for Andre or for Drummond. But if I were to give this to Nanor, well, we'd be having a different conversation. No, but Julia can move it. I believe it. So if someone wants to start, and you know, if I think of some of the younger members here, it doesn't necessarily have to have a bit of weight to it. I would focus rather on the proportions, on the size, and honestly, something about your height with the cross guards. And if you can find a way to include the ring guards, that's an added bonus, but it's not necessary. If you're really stuck and you have nothing, use a Swiffer. Use a Swiffer. Put a weight at the end, and yeah, that's what you got. There's, you know, a lot of cultures will have a stick analog to a weapon. Mm-hmm. There's a living tradition, I think, in Portugal for stick fighting that there's speculation. Really? It's the continuation of Montante. Do you have a name? Because this is... Jogo de pau. Sorry? Jogo de palo. Jogo de Palo? I'm curious. I've never heard of this before. I want to look this up. It's a long It's stick. a stick. Yeah, well, it's a quite long. It's not like, you know, a single stick could be down to 32 inches. Yes. But we're talking about a long stick with Jogo de pau. Would it be the size of a montante, or are we talking longer? I mean, it's made to represent it, right? So it can't be too grotesquely out of proportion. No, it's that. Okay. What would the benefits to fencers young and old of studying this be? Say that again? What would the benefits to fencers First things first, it would be there's definitely a certain physical development. Anybody who picks this up is going to be able to hold up their sword for longer, whether they like it or not. It's not something we do a lot, but we don't have to go very far to know that, you know, if Luke's in better shape than me, guess who's not holding his sword up and who's letting his guard up? Cardio. Sweet Mary mother of... You're going hard. You don't have to go very fast, but just the act of continuous movement it's a workout in itself. You're not going to be a strong man by the end of it, but again, a lot of the masters say that the people that were doing this did have to have a certain physical form. They had to be in shape. They also said that the exercises, you know, you don't start off doing the rules right off the bat. They literally said, you need to do this and this for 8 days. Now, Is that a rule? Is that one of their rules? this one, no, but this, it's more of a guideline. It says, you know, to learn the mechanics of it, to develop a certain amount of flexibility and strength, tajos and revés, tajos and revés. They don't say how long to do it in a class. Like, you know, an hour a day, 2 hours a day, take breaks in between, stretch accordingly. They say 8 days. So I'm going to take a guess and say that they had some type of regiment already in place in how long somebody should be training, and said, for your 8 days of training, you must do this. And then you may move on to the first set of rules. So, questions? Ludo? Ah, excuse-moi, j'aurais dû changer entre les deux. Écoute, en passant, écoute, j'entends rien. Tu disais au début que ça avait un peu disparu des champs de bataille. Ben, Est-ce que oui. c'est à cause des armes à feu que ça...
C'est possible, mais ce n'est pas bien expliqué dans les livres. La raison que ça a disparu. C'est simplement des références qui disaient, écoute, ce n'est plus aussi présent qu'il était avant. And like, thanks for the details, buddy. I'm going to refer this to Luke. Pike and shot battle start to be predominant. Pike and? Pike and shot battle. Okay. And basically having more guys with guns and more range was more and more. So at that one point, the reason why you wanted Montante on the line is often to either break the spears or control the enemy's spears or close on them. But at one point, you start to have so much gunners that the number of pike will lower in the units. Yes. So at one point, it's like, why would I bring a Montante when I can bring a gunner and another pikeman? That's why it went Arme à feu. lower and lower. Ah, vas-y. Je dirais peut-être aussi la durée de formation et la durée de fabrication peut-être. Bien, ça, je peux dire, avec les armes à feu, c'était quelque chose. Notamment avec les arbalètes qui ont commencé combien de centaines d'années avant, là. Écoute, si on prend le tir à arc comme exemple, là, ça prend des années pour être vraiment bon, là. Une arbalète, t'es mort. T'es un chevalier. T'étais Lord of this, Lord of that. T'es mort. Une arquebuse, un mousquet, là, plus tard, encore pire. So, oui, et selon la réponse à Luc, moi, j'oserais le croire. Il y a aussi une question de logistique. C'est plus facile de traîner une centaine de balles que de traîner une centaine de carrés d'arbalète. Ok, guys, on va faire juste une question. Après, on va laisser toute la question pour les... Fernando avait une question aussi. What about the footwork? Is there any different than regular Destreza footwork? The footwork doesn't go in as much detail. Like, they're not going to say, faire un transversal, faire un trepidante. They're not going to say that. Godinhos and Viedma and Pacheco were really the first ones that incorporated Destreza terms, but they don't appear to make mention to the specifics that we do ourselves. They will say one foot in front of the other. And then when you're doing it, you have to move your feet. But they don't say, make sure your toes are pointed. Make sure that, if you're doing an open stance, don't have your knee bent one way. They don't go into that level of detail. And I kind of go back to one of the first points I made. The level of instruction is vague. But again, it's also worthy to take into context that these were parts of larger manuscripts. So you probably have to extrapolate there. If you have a sword, you need to do this, this, and this. It doesn't matter if it's a big sword, a small sword, a black sword, or a white sword. You got to do it. So I'm going to say no in the context of what I have in there, but without having read all the tomes, maybe. But when you move, for example, do you feel yourself like doing different footwork? No. No, not really. Like, I've never caught myself doing a trepidante. Okay. Would I? Maybe. But it's, and we're also talking about steps that aren't taught with us too. Like, one of the steps is called the represa. And it's simply this. Like, it's not a recto, it's not a double recto, it's not a passing step, it's not a represa. Oui. So, simplement, c'est juste faire ça. Ensuite, tu fais ça. C'est comme qu'un enfant qui va marcher, là. Il va mettre les deux pieds à côté. Ou quelqu'un qui boite. I think that's the only question. Mais écoute, Christian, si tu veux, on peut se faire une question plus tard, là. So, thank you for entertaining me. There you go. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont différentes de les passés, ok, guys? Mais il y a un gros système d'éthique et morale qu'on a à Destreza Nova, que vous savez bien, que moi, je veux que tout le monde apprenne à être une bonne personne et un bon humaniste, ok, avant qu'être un bon escrimeur. Okay? Je pense que vous avez passé ce test déjà, ok, parce que je suis super fier de tous mes élèves, vraiment, pour moi
C'est un grand honneur d'être ici devant vous. Okay? Je ne sais pas si je mérite tellement d'honneur, vraiment, aujourd'hui. Alors, avant que je commence à pleurer, Pascal, prends ton épée. On va te demander de faire quelques questions. Je vais lui demander, je vais l'attaquer et je voudrais qu'il arrête les coups et il me fait des réponses. Et au début, je vais te demander de faire, d'essayer de me répondre avec demi-coups. Okay? Chaque attaque que je te fais, tu vas me bloquer et faire demi-coups. Ok? Vas-y. On va faire doucement parce qu'on n'a pas échauffé. Alors, je vais demander à Pascal d'essayer de m'arrêter et faire un stop avant que je prenne la fuite. Demander à Pascal d'arrêter mes stops et faire un demi-coup. Demander à Pascal d'essayer de faire une conclusion. Pascal, est-ce que tu as un sabre? Ah non. Un sabre? J'en ai un s'il veut. On n'a pas d'excuse, hein? Un sabre. Alors, on va faire un petit sparring. Oui. OK? Vas-y.
Pascal Denis. Est-ce que les juges sont là? Des questions pour Pascal? Pascal, merci beaucoup pour la démonstration. Tu fais une étude aussi de l'épée large d'Écosse. Est-ce que tu trouves les principes sont similaires, les biomécaniques sont similaires? Et est-ce que c'est... Le broadsword Ouais. Je crois que c'est dans la... C'est toujours affaissé la structure de l'autre. Parce que si j'avais réussi un tarot, un vrai tarot, j'aurais poussé son épée comme ça. La structure de l'épée est ici. Puis, à la broadsword, le force cut, par exemple, c'est aussi un bris de structure. Et puis, je dirais que l'ensemble des systèmes d'armes, que ce soit la lance aussi, c'est toujours briser la structure pour pouvoir entrer et frapper, puis sortir de là. Est-ce que le bris de structure, c'est toujours une question mécanique? Ben, je dirais que je répondrais oui parce que c'est une position de l'épée et du corps. Donc, c'est une combinaison des deux. En se déplaçant et l'épée et le corps, il y a moyen de... Ben, c'est le but, je pense, de l'esquivant, sans évidemment, s'il y a moyen, faire la conclusion. Parce que la conclusion, c'est vraiment... ça permet de mettre l'adversaire hors de mire sans nécessairement le suivre. C'est une belle démonstration, je pense. OK, on va prendre quelques minutes, le juge, pour faire délibération sur les candidats. OK? Et après 2-3 minutes, on va venir. Oh my God, OK, tu fais ça de même, on n'aura pas d'autres... Ouais. Non, ça va. On va faire la délibération et en 2-3 minutes, on va venir et on va vous dire le résultat. OK. Alors, au début, merci encore à la présence de Ramon Fraser Kevin Côté. C'est un honneur de les avoir ici aujourd'hui et c'est un honneur de vous avoir. Alors, moi je pense que vraiment vous avez montré une bonne technique, une bonne connaissance et une belle connaissance des attributs que je demande toujours d'avoir un nouveau dieste. Une chose que peut-être Caroline, je ne sais pas si tu as mentionné, que quand les candidats gagnaient la certification, ils avaient comme un chapeau. Bonnet rouge. Un bonnet rouge. Quelle chance! C'est pas vrai. Il y avait des bonnets rouges. Quelle chance que j'ai 3 bonnets rouges ici. Hein? Non, c'est pas Alors, c'est un honneur pour moi de donner un bonnet rouge à Pascal Dumas. Il y a encore des titulations, ok, et je vous donne, ok. Et aussi parler de donner des armes à les certificats. Alors, légalement, on ne peut pas donner des armes, ok, mais j'ai trouvé ça par terre. Dans le stationnement, hein, il y a un DAC qui a le nom de Craig. Quelle chance. Il y a un DAC avec le nom de Caroline. Il y a un DAC avec le nom de Pascal. Alors, merci les candidats, merci à vous. Alors, mangez et vous frappez. Vas-y, let's go. Oh mon Dieu! Ça me dit, là, je me suis pratiqué avec, puis sure enough, je me suis pratiqué dans le temps avec un des